c'est un sujet que nous avons abordé dans cette table ronde, la transition énergétique comme opportunité de croissance. Pour apporter son point de vue de spécialiste, je vous demande d'accueillir tout de suite mon confrère Emmanuel de Chypre. Merci de l'accueillir. Vous êtes donc journaliste sur BFM Business. Je rappelle que toute la journée est reprise sur le site de BFM Business et directeur de l'Observatoire BFM Business. Et vous allez donc apporter votre analyse sur ce thème clé. Merci. Merci Alex. Oui, je voulais soulever 3 questions en fait, parce que, alors on traitera après de tout l'impact de cette transition énergétique sur la croissance, mais voilà, comme l'a dit Alex, moi je suis un petit peu journaliste et un petit peu économiste. Et disons qu'il y a l'hémisphère journaliste de mon cerveau qui avait envie de soulever 3 questions qui me paraissent importantes pour réussir cette transition énergétique, mais 3 questions auxquelles l'hémisphère économiste de mon cerveau se gardera bien de répondre parce que je n'ai pas la réponse aux 3 questions que je vais vous poser. Alors, c'est pourtant des questions qui me paraissent importantes, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, même si à la fin, effectivement, de la dernière table ronde, on a abordé un petit peu les questions plus comportementales. Et effectivement, moi, il me semble qu'il y a 3 aspects fondamentaux pour réussir cette transition énergétique et qui ne sont pas des aspects techniques, technologiques, qui sont plutôt des aspects, un, est social, le deuxième est économique et le troisième est politique. Une politique de transition énergétique efficace, évidemment, elle doit encourager les changements de comportement, ça va de soi. Le problème, c'est qu'une politique efficace, c'est souvent une politique qui est antisociale. Et si la politique de transition énergétique environnementale n'intègre pas cette question sociale, eh bien, elle risque d'accentuer l'hostilité des plus modestes aux discours qui sont souvent, il faut le reconnaître, des discours moralistes sur le changement climatique, les nouvelles habitudes, et donc risque de devenir inefficace. Alors évidemment, vous allez me dire, le mode de vie en général des catégories sociales les plus élevées est évidemment plus émetteur de gaz à effet de serre que celui des classes sociales les moins aisées. Le problème, c'est qu'en proportion de leurs ressources, les classes populaires seront forcément les plus pénalisées par la transition énergétique, tout simplement parce que cette transition énergétique va impacter 2 postes dans lesquels, évidemment, pour lesquels, eh bien, ces postes sont beaucoup plus importants dans le budget chez les classes défavorisées que chez les classes aisées. Ces 2 postes, ce sont évidemment le transport et le logement. Si vous prenez, par exemple, parmi les nombreux sujets qui avaient été traités dans le Grenelle de l'environnement, le problème des bâtiments de basse consommation. C'est bien beau, effectivement, de vouloir que tous les nouveaux logements affichent des performances énergétiques 3 ou 4 fois supérieures aux anciens bâtiments. Sauf que ces normes représentent à peu près des coûts de construction alourdis de 10 à 20%, et qu'avec ces coûts de construction plus élevés, vous rendez l'accession à la propriété impossible pour presque 30% des Français. Et donc, les familles les plus modestes, celles qui ont le plus besoin de faire des économies d'énergie, eh bien, sont aussi malheureusement celles qui n'auront pas les moyens de vivre dans des logements efficaces sur le plan énergétique. Et donc, pour l'automobile comme pour le logement, l'obstacle le plus difficile à surmonter, eh bien, sera évidemment, dans ces cas-là, le surcoût de l'investissement initial qui est très compliqué, puisque des travaux qu'on avait fait notamment à l'époque où j'étais à l'expansion, on avait regardé un petit peu pour une famille aisée et pour une famille modeste, quel était finalement le coût de cet investissement pour avoir un mode de vie efficace sur le plan énergétique. Et on s'aperçoit que pour une famille aisée, c'est à peine 10% de ses revenus, alors que pour une famille plus modeste, c'est facilement 20% de ses revenus. Et donc le risque, évidemment, c'est d'établir une société à 2 vitesses. D'un côté,
des ménages équipés de matériel tout à fait performant sur le plan énergétique, de la cuisine au garage, alors que d'autres conserveraient leurs épaves énergétiques, finalement les plus coûteuses. Alors, jusqu'à maintenant, évidemment, il y a bien eu tout un tas de tentatives de politiques pour essayer d'amortir des incitations fiscales notamment, mais manifestement, ça n'a jamais vraiment été d'une efficacité redoutable, notamment parce que c'est très complexe et que les ménages ont rarement vu ce qui allait leur revenir in fine dans la poche s'ils faisaient l'effort de cette transition énergétique. Alors, ça, c'était plutôt les aspects incitation, donc les aspects carottes, on va dire, mais on s'aperçoit que les aspects bâtons, ça ne marche pas beaucoup plus, puisque si vous prenez par exemple un exemple classique de politique du bâton, qui sont les péages urbains qui ont été mis autour des grandes villes comme Londres ou Stockholm, eh bien on s'aperçoit que, évidemment, ça marche en termes de réduction de la pollution, mais ça a des effets sociaux et économiques induits assez négatifs, puisque notamment ça a conduit beaucoup d'entreprises à s'externaliser, à s'extérioriser même de ces grandes villes pour aller en banlieue. Et résultat, vous avez des temps de transport qui sont beaucoup plus longs et finalement un coût social qui est réel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, puisque on sait très bien que le piège à terme qui nous guette si on ne fait pas un effort massif pour aller vers cette transition énergétique, c'est que de toute façon, le renchérissement de l'énergie pénalisera tout le monde, y compris les plus modestes. Mais voilà, ces politiques économiques restent à inventer. Je cherche, il y a des travaux qui sont faits par des économistes, alors qui restent encore un peu théoriques pour le moment, mais bon, espérons que tout ça finira par être plus efficace. Donc premier problème, ce problème social, de l'acceptabilité sociale du coût de la transition énergétique. Le deuxième problème, il est économique. Il est économique et sans vouloir dire que le nucléaire c'est bien ou que le nucléaire c'est pas bien, il y a quelque chose, moi, qui me paraît quand même très très ambitieux, c'est de vouloir gérer à la fois en même temps une économie dans laquelle on veut moins de carbone et en même temps moins d'atomes. C'est-à-dire, en gros, essayer à la fois de faire monter en puissance une politique qui consomme moins d'hydrocarbures et à la fois réduire la proportion du nucléaire. Je ne vous dis pas que l'énergie nucléaire est la panacée absolue, mais disons qu'on se complique quand même considérablement la tâche si on veut mener les deux politiques en même temps. Je vous rappelle alors juste quelques chiffres pour vous embêter. Évidemment, si on sort du nucléaire, si on cherche à sortir du nucléaire, il y a évidemment plusieurs façons de remplacer ce nucléaire. Il y a la façon qui est la plus efficace, la plus directe, celle dont on a parlé déjà aujourd'hui, ce sont évidemment les économies. Et je vous rappelle qu'on pourrait vivre aujourd'hui exactement avec la même qualité de vie en consommant 20% d'énergie en moins. Alors ça, évidemment, les économies, c'est le Graal. Mais sinon, comment on remplace le nucléaire? On peut le remplacer soit par de la production à base de combustibles fossiles, soit par de la production à base d'énergie renouvelable. Or, si vous comparez les coûts relatifs de ces industries, franchement, on est quand même sur des scénarios qui sont très très coûteux. Pour remplacer un kilowatt d'énergie nucléaire installée, il faut compter environ 3 000 € en version EPR, sachant qu'un EPR dure à peu près 60 ans. En équivalent éolien, il faut 4 kW d'éolien qu'on renouvelle 3 fois, puisque là, pour le coup, c'est à peu près 20 ans de durée de vie pour une éolienne, ce qui coûte à peu près 12 000 €. Rajoutez à ça forcément un peu de gaz, puisque le jour où votre éolienne ne tourne pas, il faut bien la remplacer par quelque chose. Ça vous fait quand même du 13 000 € pour l'éolien contre 3 000 pour le nucléaire, sachant que si vous allez chercher les coûts du photovoltaïque, par exemple, vous êtes aujourd'hui à 50 fois à peu près le coût du nucléaire. Donc, alors après, on peut toujours se battre un peu sur les chiffres, mais les ordres de grandeur sont là. Donc, si on veut décarboner, c'est très bien, mais honnêtement, essayez de faire les deux. Et si on essaie de faire le lien un petit peu avec le sujet précédent autour de l'acceptabilité sociale de la transition énergétique, c'est quand même beaucoup se compliquer la vie de vouloir attaquer ces deux montagnes
simultanément. Et puis le troisième problème que je voulais évoquer devant vous, c'est un problème politique, hein, puisque évidemment la transition énergétique, ça ne peut fonctionner que si tout le monde s'y met, et pas seulement les pays occidentaux. Or, le problème, c'est que aujourd'hui, et vous avez bien vu tous les résultats de la conférence de Varsovie, il y a quand même des positions qui sont assez diamétralement opposées. L'équation à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'a priori, si on en croit l'Agence internationale de l'énergie, les besoins seront supérieurs d'ici 2030 de 50% à ce qu'ils sont aujourd'hui, et que plus des 2/3 de l'accroissement des besoins énergétiques viendront de ces pays émergents. Or, d'un côté, ces pays émergents nous disent « mais attendez, on ne peut pas être soumis aux mêmes contraintes que vous, puisque c'est vous, pays industrialisés, qui nous avez plongés dans cette situation, donc nous ne voulons pas des mêmes contraintes », discours que ne veut pas entendre aujourd'hui les États-Unis, par exemple. Or, le problème, c'est que si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'on est plutôt en baisse dans les pays, dans les vieux pays industrialisés, et plutôt en hausse dans les pays émergents. Donc il faudra bien qu'à un moment les positions se réconcilient, et notamment que les pays émergents arrêtent de rejeter la responsabilité sur les pays occidentaux et prennent aussi leur part de responsabilité. Tout ça nous promet évidemment des négociations très musclées jusqu'à l'échéance de 2015, hein, puisqu'il y aura à Paris un grand sommet au cours duquel tous les grands pays sont censés prendre des engagements contraignants. Ce sera très compliqué d'ici là, et donc on verra bien ce qui se passera avec ces grands pays, mais nul doute qu'il faudra que les positions évoluent. Voilà, c'était un petit peu les 3 points que je voulais soulever aujourd'hui, qui sont des questions majeures, à mon sens, si on veut réussir cette transition énergétique. Merci.